Alors, bienvenue à tous pour cette conférence inaugurale de la chaire de Karine Gentelet. C'est une chaire qui est jointe entre trois institutions, l'ENS, Abeona et Obia. Et donc, on va laisser la parole aux directeurs et directrices de ces institutions qui vont nous dire un petit mot avant d'avoir l'intervention de Karine. Et donc, je propose à Marc Mézard, donc le directeur de l'ENS, de prendre la parole. Merci, bienvenue à tous. J'allais vous dire bienvenue à l'École normale supérieure. C'est pas tout à fait vrai, malheureusement. J'aurais bien voulu que ce soit en présence, mais je suis quand même très heureux de vous avoir là et très heureux, tout particulièrement heureux d'accueillir Karine Gentelet, qui est donc notre seconde récipiendaire de la chaire Intelligence artificielle et justice sociale. C'est une chaire qui a été créée il y a maintenant en 2019 avec le soutien de la Fondation Abeona, et Anne Bouvreau en parlera tout à l'heure. Je voulais souligner à quel point c'est une thématique importante pour l'école normale, d'arriver à prendre à la fois voir un programme de travail extrêmement intense sur l'intelligence artificielle, mais dans tous ses aspects, et ne pas négliger dans tous ces aspects les questions éthiques, les questions des impacts sociaux sur toute la société de l'intelligence artificielle, y compris l'ensemble des questions de biais, des biais à la fois dans les algorithmes, dans les données, mais également dans la gouvernance, dans tout ce qui peut créer des déséquilibres autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Et la conférence d'aujourd'hui va en aborder un aspect. Je suis très heureux d'entendre cette intervention de Karine Gentelet sur les réponses technologiques à la Covid-19, les inégalités dans l'angle mort. Je suis très curieux d'aller voir ce qui se passe dans les angles morts. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je voulais juste donc vous souhaiter à tous la bienvenue et je donne tout de suite la parole à Anne Bouvreau. Je voulais aussi saluer la présence de Lise Langlois d'Obvia qui dira quelques mots et souligner à quel point le partenariat qu'on a pu mettre en place avec la Fondation et avec l'Obvia sur ces thématiques-là est un partenariat intéressant pour nous et nous sommes très heureux d'avoir de pouvoir le souligner à l'occasion du lancement de cette conférence. Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marc et bonjour à tous. Je suis ravie et moi non plus je ne vais pas m'étendre parce que ce qu'on souhaite aujourd'hui c'est entendre Karine. Cette chaire donc intelligence artificielle et justice sociale et donc l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur des sujets comme l'équité et l'implication des acteurs. C'est un sujet important. On a commencé l'an dernier avec Kate Crawford qui est venue et qui étudie en particulier les rapports entre intelligence artificielle, pouvoir, politique, et ce sont des sujets qu'elle continue à porter. Cette année, on a la chance d'accueillir Karine Gentelet de l'Université Laval à Québec, et ces thèmes de recherche sont plutôt sur comment soutenir et accroître la participation des groupes qui sont en marge, qui peuvent être marginalisés, et comment accroître cette participation dans la gouvernance, dans la prise de décision, dans l'orientation du développement de l'intelligence artificielle. Alors, elle a regardé en particulier ce sujet-là dans le cadre des populations autochtones au Canada, mais c'est un exemple. Et dans le cadre de cette chaire cette année, elle s'intéresse à des sujets plus larges et nous en sommes ravis. Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à Lise Langlois de l'Obvia. Lise, la parole est à toi. Merci infiniment à vous tous de votre présence aujourd'hui. Je suis ravie de constater la concrétisation de ce partenariat. Le partenariat avec l'ENS, Abeona et Obvia. Je m'excuse, je m'entends en double. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Non? OK, parfait. Donc, peut-être rapidement, l'Obvia, c'est une initiative du Fonds de recherche du Québec.
Ça a été lancé en décembre 2018 par le scientifique en chef. Il regroupe plus de 9 universités, 9 collèges du Québec et plus de 220 chercheurs qui travaillent sur les impacts sociétaux du numérique et de l'intelligence artificielle. Il est structuré autour de 4 fonctions fondamentales que sont les politiques publiques, la recherche et la création, la fonction veille et enquête et la fonction délibération. 8 axes de recherche entourent ces fonctions et la professeure Gentelet est co-responsable de l'axe Relations internationales et Actions humanitaires et droits humains. Nous avons aussi plusieurs partenariats nationaux et internationaux qui travaillent sur plusieurs enjeux avec nous. C'est difficile de parler parce que je m'entends à retardement. J'espère que ce n'est pas trop pénible. Nous espérons que vous prendrez plaisir à écouter cette importante conférence, à échanger et à débattre d'idées sur des enjeux cruciaux tels que les groupes marginalisés et son rapport avec la technologie. Nous souhaitons tout autant qu'il en ressortira une prise de conscience sur le risque d'invisibilité qui pèse sur eux, sur les populations vulnérables. Et grâce à la conférence de la professeure Gentelet, je pense qu'elle va soulever des angles morts importants qui permettra aussi de voir les possibilités de réduire ces discriminations dans la gouvernance de l'intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, je pense que la vedette aujourd'hui, c'est Karine. À vous la parole. Merci beaucoup, Lise, Monsieur Mézard et puis Madame Bouvreau pour cette introduction. Je voulais vous remercier de m'avoir. Je suis extrêmement honorée d'être titulaire de la chaire cette année. Je peux vous dire que quand l'appel est sorti et que la personne, la nouvelle personne qui allait voir la chaire succédait à Kate Crawford, ça fait des papillons dans le ventre, mais donc je suis excessivement contente d'être là, très honorée de la confiance qui m'est faite. Je voulais vous remercier. Je veux aussi souligner l'aide que j'ai au quotidien de la part du comité de la chaire. Lise Langlois en fait partie, Tania Perelmuter, Gabriel Perret, Léa Saint-Raymond qui m'aident à mettre en œuvre le programme de la chaire. Donc sincèrement, merci beaucoup. Puis je voulais souligner aussi que grâce à la chaire, je travaille avec une équipe de jeunes femmes qui justement m'aident dans les travaux. Donc la relève en recherche des impacts sociétaux en intelligence artificielle, elle est là et elle est féminine, donc je suis très contente de ça. Je voudrais les nommer parce que c'est important, elles auront une contribution à la fin des travaux qui est assez significative. Sarit Misrahi, Sandrine Lambert, Lily Canel-Mathieu, Alexandra Bahari-Dion, avec qui j'ai fait justement cette recherche. Puis je voulais aussi signaler et remercier Guillaume Macot et Laetitia Dupuis de l'Observatoire de l'Obvia qui m'aident de manière quotidienne. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour vous faire ma présentation. J'espère que vous la voyez bien. Donc, alors voilà, donc les réponses technologiques à la Covid-19, les inégalités, je me rends compte que depuis plusieurs années maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder justement dans les angles morts et de voir un peu ce qu'on ne voit pas et de le rendre un peu plus visible et de l'analyser. Donc, c'est principalement ce que j'ai fait avec cette recherche-là. Je voudrais commencer avec une citation de l'organisation Oxfam qui a sorti justement un rapport en lien avec le forum de Davos qui s'est déroulé ou qui est fini, je crois, sur justement le fait que la crise, en fait la pandémie, depuis déjà en avril, on disait que la pandémie était la pandémie des inégalités. C'est la pandémie du numérique et la pandémie des inégalités. Donc cette phrase-là, selon moi, illustrait énormément ce à quoi on fait face. Et je vous dirais que plus que ça, dans la recherche que je mène, je suis sociologue de formation, j'ai aussi une formation en anthropologie. Ce qui est important pour moi, c'est que les enjeux du numérique et de l'IA sont avant tout des enjeux sociétaux et non pas juste des enjeux de technologie. Donc, si vous voulez, le paradigme de départ quand on analyse un certain nombre de phénomènes est un paradigme issu des sciences sociales.
Le contexte de la recherche, donc c'est une recherche qui a été menée d'avril à août, donc dans un temps assez court, principalement sur les réponses technologiques qui ont été faites au Québec, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus large de toute façon. Les enjeux du numérique ne sont pas confinés à des espaces géographiques, mais sont vraiment transversaux. C'est une recherche qui a été menée dans le cadre du travaux du comité Covid de l'OBIA, l'observatoire sous l'égide de l'ISD. Lise a lancé des travaux durant l'été pour justement voir comment est-ce qu'on pouvait analyser les différents angles de cette pandémie, l'incidence que ça avait sur l'usage des technologies. Ce sont des travaux qui ont été financés par le Fonds de recherche québécois l'Axe Santé et donc, comme je vous le disais, qui ont été réalisés avec une étudiante au doctorat, Alexandra Barry-Lyon, suite à le rapport que nous avons produit, puis il y a des publications scientifiques qui s'en viennent et qui sont sous évaluation. Je rencontre de plus en plus de groupes de la société civile et des organisations communautaires qui sont intéressés justement de savoir ce qu'il en est de ces inégalités, parce qu'on va, vous allez voir, je vais vous le montrer, mais il y a eu une disjonction, si vous voulez, entre tout ce qui était technologique et tout ce qui était, on va dire, enjeu de santé. Je voulais aussi vous parler de quels sont les angles à partir desquels je travaille, j'en ai parlé un petit peu, mais au niveau théorique, bien sûr, c'est les travaux de la professeure Crawford, aussi de Milan et Tréré, qui sont deux chercheurs dont j'aime beaucoup les travaux qui portent sur les études critiques sur les données. Et puis je m'excuse de l'anglicisme parce qu'en fait c'est Critical Studies, que j'ai traduit assez de manière basique, mais bon. Et puis sur le data activism, beaucoup, je traite aussi des enjeux de margin, comment est-ce que les gens se retrouvent à la marge de la marge, et c'est souvent ce que les effets combinés des usages des technologies avec un certain nombre d'inégalités amènent. C'est une marginalisation encore plus exacerbée. Des études sur les formes de discrimination aussi, qui sont, je pense, liées à mes travaux antérieurs, notamment avec les peuples autochtones. Et en fait, vous allez voir, on va parler des fractures numériques et des inégalités sociales, et une proposition peut-être de faire, et on le voit suite à la pandémie, mais de faire en sorte que les fractures numériques soient vues comme des inégalités sociales et non pas juste des fractures numériques liées à l'usage de la technologie. Ensuite, au niveau des concepts, alors je parle beaucoup de population marginalisée ou à risque, et j'évite d'utiliser le terme de population vulnérable. L'idée pour moi est de redonner ce qu'on dit chez nous, je sais que ça se dit pas forcément, mais de l'agentivité, autrement dit un pouvoir d'action à des groupes, et ne pas, vulnérabilité pour moi les dépossède. Donc souvent, si les gens sont dans cette situation-là, pardon, excusez-moi, c'est dû à des enjeux structurels ou des enjeux systémiques qui les positionnent dans cette position-là, mais elle ne définit pas leur identité. Donc, ils sont à risque et non pas vulnérables. Aussi, je regarde beaucoup sur les enjeux d'intersectionnalité, et particulièrement dans les réponses, c'est quelque chose qui a manqué, c'est-à-dire qu'on est souvent, par exemple, je suis une femme blanche, je suis aussi mère, je suis aussi professeure, donc toutes ces identités-là, si vous voulez, travaillent ensemble et ont un résultat sur ce que je peux faire ou ne peux pas faire, ou être autorisée à faire ou à ne peut pas faire. Aussi, je regarde beaucoup les rapports de pouvoir, et particulièrement les rapports inéquitables. Et en fait, aussi, ce que j'essaye de plus en plus de développer, c'est d'avoir une perspective on définit chez nous comme bottom-up, c'est-à-dire de définir le cadre théorique à partir de ce que j'ai pu observer sur le terrain, et donc aussi des approches de collaboration qui partent des besoins sur le terrain. Alors, on va dire comme ça. Alors, cette pandémie-là, je veux la remettre en contexte, et on oublie beaucoup dans le cadre analytique de cette pandémie-là, c'est que c'est une crise qui est hors norme, en tout cas dans l'histoire moderne. On en a vu ailleurs, et puis notamment il y a eu d'autres pandémies, mais celle-là, dans le 21e siècle, elle est assez hors norme, et d'une magnitude qui est absolument inédite, et à la fois il y a des incertitudes qui sont à long terme sur ce qu'on va devenir, et on est obligé d'avoir une perspective à court terme, parce qu'on s'aperçoit que ça change sur notamment
la transmission du virus, sur comment est-ce que le virus va rester, est-ce qu'on va être contagieux une fois qu'on a eu le virus, plus contagieux, après ça c'est est-ce que la charge immunitaire va rester, après ça c'est comment est-ce qu'il se transmet, enfin bon, et ça c'est au niveau sanitaire on va dire, mais aussi en termes d'enjeux, quand on ferme par exemple, c'est la première fois qu'il y a des confinements à grande échelle au Québec, en France et à l'échelle de la planète, et on voit un peu les conséquences que ça peut avoir sur un certain nombre d'industries. Ça c'est relativement nouveau. On expérimente aussi ces derniers mois les enjeux de couvre-feu qu'on avait vu durant la guerre, mais qui sont en train de ressortir au niveau mondial. Ça aussi, ce sont des éléments qui entrent, si vous voulez, dans tout l'écosystème de compréhension de la pandémie. Ce que la pandémie aussi amène, la crise amène, c'est qu'on est obligé d'être rapide, flexible en même temps, et si vous voulez, ça met énormément de pression sur tout ce qui est le système et à la fois les individus, mais aussi les institutions. Et donc, les réponses à la crise, le contexte de déploiement des réponses à la crise amène une énorme pression sur les décideurs publics, sur tout ce qui est, on va dire, les décideurs publics, c'est une chose, mais aussi le système de santé, les hôpitaux, etc. On fait face à des impacts qui sont absolument non documentés parce que c'est relativement nouveau et qu'en plus, ce sont des réponses qu'on doit déployer en temps réel. Donc, on a absolument, si vous voulez, étant donné la magnitude de la crise, de l'épidémie, du fait que c'est absolument à grande échelle, que c'est nouveau, il y a un stress supplémentaire est-ce que si on fait ça, c'est ce qui va marcher, et donc il y a eu des essais-erreurs. Ce qu'on a vu aussi très vite dans les réponses, c'est que les inégalités sont apparues très rapidement, et des inégalités qu'on avait peut-être oubliées, tout d'un coup, elles sont arrivées très fortement, et qu'en plus, elles ont été amplifiées du fait de l'ampleur et du fait de l'état d'urgence. Ce qu'on voit aussi dans les réponses à la crise, c'est qu'il y a l'omniprésence des technologies, que ce soit des technologies numériques et de l'IA, dans la vie quotidienne, mais aussi dans les réponses. Et donc, c'est pour ça que je disais au début que beaucoup de chercheurs, dans la littérature notamment, ont très vite parlé de la pandémie du numérique et que le numérique et l'IA devenaient la solution pour régler justement et pour pallier à cette incertitude, à ce besoin de rapidité, de flexibilité et d'agir relativement vite tout en faisant baisser à la fois stress et pression sur la société entière. Donc, alors, quelles sont les réponses justement à cette pandémie qui ont été mises en place? Alors, bien sûr, ce sont les réponses, je l'ai quand même remis, mais je veux préciser, numérique et IA. Il y avait des mesures de quarantaine et d'isolement, des applications de traçage de contacts et de notification d'exposition. On en a beaucoup entendu parler, en tout cas au Québec, on en a beaucoup entendu parler. Je sais qu'en France, il y a eu aussi pas mal de discussions là-dessus, avec des enjeux plus ou moins on verra après, mais on dit privacy, de vie privée. On a vu, il y a des outils aussi de modélisation des flux et des tendances pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en est. Ça faisait justement réponse au fait qu'il y a une incertitude sur du long terme et une inconnue. Et en fait, au Québec, on dit on bâtit les rails au fur et à mesure que le train avance. Il y a aussi des outils de distanciation sociale et de surveillance des mouvements, de détection de l'infection, de gestion clinique, notamment des inventaires et choses comme ça, prestation de services en ligne, ou alors la numérisation de services existants. Et plus récemment, ça ne fait pas partie de l'étude, mais on parle d'un passeport numérique immunitaire. Autrement dit, comment est-ce qu'une fois que les gens seront vaccinés, on peut leur permettre soit de se déplacer plus facilement, soit de savoir, d'avoir un portrait un peu plus précis de qui a été immunisé, comment, etc. Alors, je vous donne quelques exemples de ces applications. Ça, c'est l'application canadienne Alerte Covid qu'on pouvait télécharger sur le site du gouvernement du Canada. On a vu aussi les algorithmes donc, utilisés dans le milieu médical à propos des chirurgies du cœur. Ça, c'est pas forcément en lien avec la pandémie, mais ça a été utilisé aussi. À propos des oxymètres pour mesurer l'oxygène, c'est quelque chose qui est excessivement utilisé dans les hôpitaux. Et en fait, aussi une initiative qui est sortie à un moment donné chez nous, où des chercheurs
d'une école d'ingénieurs ont développé un outil pour que les gens puissent garder la distanciation sociale. Donc, vous voyez, c'est à la fois un certain nombre d'initiatives dans le milieu médical, mais aussi au niveau privé. Alors, quelles sont les inégalités en santé? Et en fait, dans cette présentation, vous allez voir, je vais vous en présenter 3 types d'inégalités qui sont dans l'angle mort ou qui n'ont pas été prises en compte dans les réponses technologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prises en compte ailleurs, mais dans la jonction entre la santé et le numérique, ou autrement dit les outils qui ont été développés, ces inégalités-là de santé, en fait, il y a 3 éléments que je vais vous présenter: les inégalités de santé, les inégalités du numérique, inégalités numériques, et puis l'enjeu des données que j'ai séparées parce que normalement ça fait partie des inégalités numériques. Mais donc, si vous voulez, les inégalités en santé sont vraisemblablement le premier angle mort de ces réponses-là. Je vais d'abord revenir sur les déterminants sociaux de la santé: l'âge, la comorbidité, le genre, le handicap, la situation socio-économique, le statut migratoire, la marginalisation sociale notamment, l'ethnicité, l'itinérance et ce que j'ai appelé la racialisation. C'est autrement dit, comment est-ce que les autres vous perçoivent, à quel groupe ethnique est-ce que vous appartenez, non, pas à quel groupe ethnique est-ce que vous appartenez, à quel groupe ethnique est-ce que l'on pense que vous appartenez, et donc les conséquences que cela peut avoir sur la représentation que l'on a de vous et là où on va vous placer. Et ça, notamment, on le voit dans le contrôle des populations. Cet enjeu de racialisation est extrêmement prégnant et a une grande incidence, notamment sur tout ce qui est l'intervention des forces de police, ou même encore, on l'a vu à Montréal, dans certains quartiers qui ont été identifiés comme des quartiers chauds porteurs de Covid, et ce facteur-là de racialisation était très présent. Alors, les inégalités en santé, après ça, à partir de ces déterminants, ce qu'on sait, c'est que plus les personnes sont économiquement et socialement marginalisées, plus elles ont des risques d'être exposées aux maladies, parce que normalement, elles ont des emplois, généralement, elles ont des emplois qui sont à faible salaire, où la distanciation n'est pas possible, ou alors elles sont obligées, par exemple, de se déplacer dans les transports en commun. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un triptyque, et quand on parle d'intersectionnalité, c'est exactement ça. Il y avait le triptyque genre, revenu et racialisation qui fait que vraiment, c'est le triptyque de premier ordre dans les inégalités de santé. Et donc, non seulement ces personnes-là, marginalisées économiquement, socialement, sont plus à risque de développer, d'être exposées à la maladie, ont des conditions de vie qui font qu'elles ont plus de risques de la contracter, mais en plus, le fait de contracter les maladies a des répercussions beaucoup plus graves sur elles en termes de perte d'emploi, d'exclusion sociale, d'isolement, et on va le voir après aussi, par exemple, des personnes qui ont un statut migratoire qui est précaire se retrouvent à risque, notamment de perdre leur statut, leur permis de travail, par exemple. Alors, je vous ai donné 3 exemples d'inégalités en fonction de 3 types sur le genre. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les femmes sont plus à risque d'être infectées parce qu'elles sont surreprésentées dans le milieu de la santé et dans les services sociaux. Et on le voit notamment au Québec, par exemple, les chiffres, les infirmières, je pense, c'est de l'ordre de plus de 80% du personnel hospitalier. Ce sont aussi, les femmes sont des travailleurs atypiques dans des milieux qui ont été fortement impactés, la restauration, le commerce de détail, donc des femmes qui sont, si vous voulez, avec des enjeux qui ont un risque d'être exclus au niveau de leur travail qui est beaucoup plus grand. Puis effectivement, beaucoup ont perdu leur travail suite à la crise, avec une charge mentale du fait de la fermeture des écoles et des garderies qui se sont retrouvées justement à être obligées d'assurer le suivi de l'école à la maison, et aussi en termes d'inégalité, un risque accru de violence domestique. Et on le voit que suite aux premières vagues de confinement, la violence domestique a énormément, il y a eu une recrudescence de violence domestique. Un autre type d'inégalité, c'est cette fois-ci au niveau de l'itinérance, des personnes qui sont en situation d'itinérance. On a de la difficulté à les rejoindre, notamment au niveau des campagnes de dépistage, parce qu'elles sont souvent très locales, et puis ces personnes-là, généralement, restent en marge. Elles ont généralement aussi des conditions de santé qui sont préexistantes et qui fait qu'elles sont encore plus à risque. Elles sont souvent dans un statut précaire, elles sont stigmatisées parce qu'elles sont itinérantes, et il faut voir que leurs conditions de vie, du fait de la pandémie, ont été beaucoup compliquées, notamment par la fermeture d'un certain nombre de refuges ou de structures qui leur venaient en aide, et qui fait, par exemple,
des mesures de distanciation sociale, ne peuvent plus avoir autant de bénévoles, non plus pu faire autant, par exemple, de levée de fonds pour être capable de venir en aide et d'avoir les structures nécessaires pour les aider. Et ce qu'on voit aussi notamment avec les enjeux de couvre-feu, c'est que des situations qui étaient habituellement tolérées, et il manque un mot là je vois, deviennent finalement illégales. Donc c'est des personnes dont les risques sont encore plus accrus. Un autre type d'exemple d'inégalité de santé, c'est donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les personnes qui sont en situation, qui ont un statut migratoire. Généralement, ce qu'on s'est aperçu dans les études, c'est que le statut migratoire a une incidence sur le type d'emploi qui est occupé. On voit par exemple au Québec, beaucoup de personnes issues de l'immigration sont ce qu'on appelle des préposés aux bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui des AMP, je crois, dans votre, c'est en France, donc des personnes qui vont aider dans les maisons de retraite à faire la toilette des personnes âgées ou à faire l'animation. Ce sont souvent aussi des travailleurs qui sont invisibles et qui sont peu représentés, soit dans les grandes structures, mais auxquelles on pense difficilement, qui ont des conditions de vie qui peuvent être difficiles et parfois insalubres. Et un des exemples qu'on a eu l'hiver dernier à Montréal, c'est de ce père de famille qui était infecté de la Covid parce qu'il travaillait dans une maison pour personnes âgées et qui n'a eu d'autre choix, étant donné que sa maison était... il y avait sa famille, il y avait ses enfants et il était le seul revenu, vivait dans sa voiture, le temps que la maladie se passe et qu'il ne soit plus contagieux. Et aussi, ces personnes avec le statut migratoire ont bien sûr une crainte que leur statut d'emploi et leur permis de travail soient révoqués en cas de maladie, parce que c'est souvent, ils ont des statuts, un statut d'emploi précaire, ils n'ont pas forcément de contrat. Enfin bon. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer aux inégalités numériques. Donc, j'ai scindé en deux. Dans les inégalités numériques, il y a ce qu'on appelle les fractures numériques et qui souvent sont, on va dire, ce qu'on entend, c'est tout le monde a un cellulaire et tout le monde utilise Internet. Et ce qu'on s'aperçoit dans cet angle mort-là des inégalités numériques, c'est qu'il y a un certain nombre de complexités. Et je vous dirais que c'est ça qui est assez intéressant quand on a analysé un peu les réponses, c'est que c'est comme si la complexité, la texture sociétale, la profonde texture sociétale avait été complètement mise à niveau. Je reviendrai un peu là-dessus. Mais donc, ces fractures numériques-là, c'est pas juste une fracture numérique, c'est normalement trois. Là, je les ai scindées en deux. J'ai mis l'enjeu des données comme un troisième angle mort. Mais disons, les deux premiers niveaux de fracture sont assez intéressants et il faut absolument regarder ça parce que ça, si vous voulez, quand on a une analyse intersectionnelle, ça a vraiment une incidence. Au niveau de l'équipement, par exemple, on s'aperçoit que, c'est déjà, est-ce que tout le monde a accès à Internet? Est-ce que tout le monde a accès à un ordinateur qui est mis à jour, qui peut se connecter à Internet? Et ensuite de ça, comment est-ce qu'on utilise l'ordinateur? Et on s'est aperçu, quand les écoles ont fermé, par exemple, qu'il y avait des enfants chez qui il n'y avait pas d'Internet à la maison. Donc, par exemple, qui étaient obligés d'aller se connecter soit sur le Wi-Fi de l'école, soit d'aller dans les bibliothèques publiques, soit pour avoir accès à Internet, soit pour avoir accès à un ordinateur, ou encore il y avait des foyers où, si vous voulez, il n'y a pas un ordinateur pour tout le monde. Quand il y a 4 enfants, l'accès à l'ordinateur et que les enfants sont scolarisés à la maison, l'accès à l'ordinateur devient un enjeu. Donc, ne serait-ce que déjà dans le premier niveau, qui est l'équipement et l'accès aux structures, il y a des modulations à faire qui n'ont pas forcément été prises en compte. Dans les usages maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la littératie numérique n'est pas forcément la même et qu'il y a des différences dans les usages entre aller, ici on va dire stalker sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire aller sur Facebook, aller sur Instagram, aller sur TikTok et être capable de lire de l'information en lien par exemple avec la pandémie ou un dossier qu'on a à remplir pour demander une prestation d'aide d'urgence. Si vous voulez, le niveau de littératie numérique n'est pas tout à fait le même et ça ne fait pas... on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes compétences et ça ne demande pas le même niveau d'analyse. Donc, en fait, il y a une grande disparité
dans la capacité à lire de l'information, à la comprendre et notamment à voir quelle est la bonne information et quelle est la mauvaise. Et on a beaucoup parlé dans la campagne américaine de fake news. Et ça, c'est un des enjeux. Comment est-ce qu'on est capable de voir qu'une information est fausse, qu'elle a été trafiquée, et comment est-ce qu'on est capable de distinguer une vraie information, etc. Donc, ces deux niveaux-là, si vous voulez, sont rarement pris en compte dans les raisons, dans les réponses qui sont développées, où on va dire, ben c'est ça, on développe quelque chose qui est en lien, et on voit par exemple dans les applications de traçage, il s'est posé la question de dire, ben, ça prend un téléphone, ça prend du Wi-Fi, ça prend du Bluetooth, puis il y a des téléphones par exemple qui n'ont pas de Bluetooth ou qui ne sont pas suffisamment assez puissants ou assez nouveaux pour prendre les applications. Et donc, il y a des catégories de personnes qui se trouvent marginalisées et qui se trouvent exclues donc, de l'utilisation de ces réponses-là. Donc ça, c'est pour le premier angle mort des fractures numériques. Alors, je voulais vous montrer un peu comment est-ce qu'on passe de l'exclusion numérique à l'inégalité, c'est-à-dire que donc on a un problème d'accès, d'usage ou de données. On voit une et quand je vous ai donné le contexte de la crise, c'était ça aussi. C'est-à-dire que dans les réponses, si les réponses avaient été développées dans un contexte normal, on va dire, ou idéal, peut-être qu'elles n'auraient pas été comme ça. Mais là, en plus, je pense, et ça c'est un angle mort pour moi, c'est le fait que la crise est d'une ampleur inégalée. La crise a amené, du fait d'un tas de conditions sociales, a amené qu'on doit avoir une numérisation accrue des interactions sociales et des interactions notamment avec l'État. Et donc, cette exclusion-là, combinée à la numérisation accrue du social, fait qu'on a une exclusion numérique qui est renforcée. Et donc, ça accroît, si vous voulez, la marginalisation. Donc, une marginalisation qui était déjà de base devient vraiment presque exponentielle du fait d'avoir recours à des outils qui ne sont pas développés en lien avec la texture sociétale et avec les inégalités ou avec les multidimensions sociétales. Excusez-moi, ok. Alors, le troisième angle mort, qui est cette fois-ci dans les données et qui normalement se trouve dans les 3 fractures numériques, ce qu'on voit et la raison pour laquelle c'est problématique, c'est que ces données donc, qui servent à alimenter les outils du numérique et qui servent à alimenter aussi les bases de données dans lesquelles les algorithmes prennent des décisions, ces données-là sont discriminatoires et biaisées. Alors, ce troisième niveau de fracture numérique, c'est donc les données avec une sous-représentation ou une représentation qui est biaisée dans les données. Puis je vous donnerai un exemple après, et qui fait que, par exemple, il y a des biais quand on va développer des outils d'aide à la prise de décision ou quand on va développer des outils qui vont faire qu'on va développer un médicament, ça ne sera pas pris en compte dans la décision. Et un exemple qui vient des États-Unis où, par exemple, les populations hispaniques représentent 16%, ce qui est quand même loin d'être minime au sein de la population, mais seulement 1% des participants et participantes aux études cliniques. Ce qui veut dire que les médicaments qui vont être développés ne vont pas intégrer les propriétés ou les besoins ou les maladies, par exemple, qui vont être développées par la population hispanique. Et ça, c'est un enjeu qui devient majeur, sachant que les outils d'aide à la prise de décision en temps de pandémie, en temps de crise, reposent sur du fait qu'on a besoin d'agir rapidement, qu'on a besoin d'agir à grande échelle et qu'il y a une pression pour utiliser aussi des outils technologiques. Ça pose problème, c'est-à-dire que la représentativité dans les données n'est plus une anecdote, c'est vraiment une façon d'assurer sa présence au niveau sociétal. Donc non seulement on ne l'était pas, mais on le devient encore moins présent, d'où l'exclusion exponentielle dont je dis. Donc, ce qu'on voit, notamment au niveau des données, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la population qui est utilisatrice de données qu'on confond avec la population en général. Donc, il y a si vous voulez, une extrapolation qui n'est pas toujours au profit des personnes qui ne sont pas représentées. Et cette non-représentation, souvent, elle est systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on va les inclure une fois, c'est vraiment une invisibilité sociale qui fait qu'il y a une invisibilité technologique. Donc, ce n'est pas juste de régler l'invisibilité technologique, il faut aussi régler l'invisibilité sociale.
parce que ces populations-là ont des accès restreints aux équipements, qu'elles ont des disparités dans la littératie numérique. Donc, par exemple, s'il y a un sondage qui se fait en ligne et qu'on demande aux gens de remplir le sondage, il y a de fortes chances, qu'on a vu dans les dernières études, que ce sont les gens qui sont capables d'aller remplir le sondage, qui sont capables de comprendre ce qui est écrit dans les questions, qui vont le faire. Donc, c'est relativement biaisé. Elles ont aussi des ressources limitées. Et ce qu'on a vu avec la pandémie et la crise notamment, c'est que les personnes qui ont une souvent les personnes qui sont affectées par les données sont aussi, donc par ce troisième niveau de fracture numérique, sont aussi des personnes qui sont fortement impactées par les deux premiers niveaux de fracture, donc sur les équipements et sur les usages, et donc elles dépendent de ressources souvent communautaires ou de la société civile pour les aider, par exemple, et qui servent de médiateurs à remplir des formulaires en ligne, à avoir de l'information. Et en temps de pandémie, ces ressources-là ont été, n'ont pas fonctionné pour diverses raisons, et donc elles se retrouvent, si vous voulez, plus ou moins démunies. Et ça a posé un problème pour les inclure dans la suite. Ce qu'on voit donc, c'est que ces populations, quand on prend un peu le portrait de ces populations-là, c'est que déjà elles sont en marge d'un système qui est majoritaire et dominant, qu'elles ont des enjeux, si vous voulez, les enjeux auxquels elles font face de marginalisation ne sont pas juste un enjeu de femmes, ou de personnes itinérantes ou de personnes issues d'un groupe qui est, par exemple, on le voit au Canada sur les femmes, les autochtones. Donc, en fait, une femme autochtone qui est en situation d'itinérance va sûrement, va très probablement avoir des enjeux qui sont liés à ces trois niveaux d'identité-là, mais un seul va être pris en considération. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des personnes qui sont déjà discriminées. Le fait qu'elles soient en marge, c'est parce qu'il y a déjà un système de discrimination. C'est pour ça que je parlais de discrimination systémique ou de marginalisation systémique. Et donc, les données sur lesquelles qu'on a sur elles sont déjà biaisées ou non représentatives. Donc, finalement, l'autre élément qu'on voit, c'est que ces personnes-là qui sont en marge de manière systématisée, avec des données biaisées, en plus de ça, elles ne sont pas consultées. Quand, soit dans la collecte des données, soit dans le déploiement, des outils, notamment pour répondre à leurs besoins. Et quand je parlais, si vous voulez, de perspective bottom-up par rapport à une perspective top-down, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent les réponses sont développées à un niveau vraiment qui est macro par rapport aux besoins. Et donc, ça donne, si vous voulez, des besoins qui ne sont absolument pas représentés dans les solutions. Non seulement qui ne sont pas représentés, mais qui ne répondront pas dans un avenir proche parce que les solutions qui sont développées ne tiennent pas compte des trois fractures numériques et ne tiennent pas compte des besoins. Et il n'y a pas non plus de consultation pour dire, voilà, on a cet outil-là qu'on a développé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça répond aux besoins? Comment est-ce qu'on pourrait le déployer? Et donc, ça m'amène aux impacts sociétaux de ces réponses technologiques que j'ai taguées la marginalisation de la marginalisation. Il y a certains chercheurs, et notamment il y en a une qui parle de forgotten margins, où vraiment on n'est même plus à la marge, on est en dehors de la marge. Et les impacts sociétaux, c'est notamment de confondre la maladie avec les populations à risque elles-mêmes, de les stigmatiser du fait des données qu'on a sur leur santé qui sont en plus qui sont non représentatives, donc la représentation biaisée qu'on a de leurs enjeux de santé et de la discrimination dont elles font face. Ce qu'on peut voir aussi en termes d'impacts sociétaux dans les réponses, c'est qu'il y a une sorte d'invisibilisation socio-spatiale au détriment de certaines populations. Et par exemple, on s'est longtemps posé la question, notamment dans les études à Montréal, il y a les infirmières qui sont issues en majorité, qui sont des femmes, et beaucoup sont des femmes immigrantes, habitent certains quartiers. Donc il y a certains quartiers qui étaient beaucoup plus ciblés avec des données qui sortaient. Et en fait, on s'est longtemps posé la question, mais pourquoi? Bien, quand on croise justement ces enjeux-là, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une exclusion à la fois directe et indirecte de populations qui sont pourtant prioritaires et qui sont hautement à risque, notamment les groupes de personnes qui vivent en situation d'itinérance ou les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Et donc, ça a un impact d'amplifier l'exclusion technologique et d'amplifier l'exclusion sociale, mais surtout aussi d'exacerber les biais existants. Et au final, on se retrouve, c'est comme des personnes qui sont déjà
marginalisée par un système, se retrouve marginalisée parce que les solutions ne répondent pas à elle, et donc en troisième lieu, elle se retrouve marginalisée par les usages et parce que ça ne répond pas. Donc c'est vraiment alors au Québec, on va parler de la machine à saucisses, mais c'est vraiment, si vous voulez, tout un système de marginalisation qui devient exponentiel et qui est hautement problématique. Et l'autre enjeu qu'on voit aussi par rapport à ça, et ça fait intervenir des systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale, de groupes qui ne sont pas représentatifs mais qui se trouvent stigmatisés, c'est notamment quand cela tombe, quand les forces de l'ordre, par exemple, utilisent ces technologies-là et ces outils technologiques. Alors, dans les enjeux de ces réponses-là, je voulais juste revenir un peu, voir un peu les éléments structurels qu'il y a en arrière de ces réponses-là qui posent problème. Notamment, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de représentation égalitariste quant au virus. On va dire la maladie touche tout le monde. Effectivement, la maladie touche tout le monde, mais elle n'a pas les mêmes impacts dépendamment dépendamment du revenu ou du statut socio-économique, ça c'est bien évident, de nos conditions de vie, de notre métier et de l'accès aux soins de santé, par exemple. Donc, cet égalitarisme-là, excusez-moi, c'est un mot un peu difficile à dire, est problématique déjà à la base. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une sorte d'universalisme des réponses. Les réponses vont être applicables à tout le monde et elles sont conçues comme un peu, je parle plus loin de solutionnisme technologique, mais ça va régler ça. Même s'il y a quand même, si vous voulez, dans les discours, on voit quand même dire oui, on a conscience qu'il n'y a pas ça, mais le paradigme en arrière de ces réponses-là, ça va être, vous allez voir, ça va aider, On vous le dit, ça va aider, ça va régler la question, ça va être bien, ça va être, c'est pas cher, ça va marcher à longue échelle. Ça ne marche pas comme ça parce que ce n'est pas un enjeu de technologie, c'est un enjeu social et sociétal à la base. Donc, ça ne peut pas fonctionner simplement. Donc, déjà, il y a ça. L'autre chose, c'est qu'il y a un présupposé de la neutralité axiologique de la technologie, que la technologie qu'on met en place ne peut pas avoir d'effet et que finalement, elle est au service. La technologie peut être neutre, mais les usages de la technologie ne sont pas neutres. Et donc, tout ce qui est les rapports de pouvoir, les rapports de force ou les inéquités ne sont pas pris en compte dans ces réponses technologiques-là, et ça pose un problème dans le déploiement et dans les impacts qu'il va y avoir, parce que, si vous voulez, les rapports de pouvoir sont complètement invisibles et on n'en parle pas. L'autre élément qui est vraiment problématique, c'est que les processus de consultation, je dirais, de reddition de comptes ne sont pas du tout développés. La GMI peut développer pour être politiquement correcte, mais en fait, il n'y a pas de processus de consultation. Souvent, on voit les outils technologiques sont développés en vase clos, souvent par l'industrie privée ou par une start-up ou quoi que ce soit, et donc après sont déployés. Mais il n'y a pas de consultation, ou s'il y a une consultation, elle se fait à petite échelle, mais elle ne se fait pas au niveau, si vous voulez, de la société avec un processus formel. Et finalement, ce qu'il y a en arrière de ça, c'est que la primauté par rapport à ces outils-là, elle est à l'innovation et à être efficace au niveau logistique, et il y a une rationalité en arrière. Les outils qui sont développés sont des outils qui sont développés pour être vendus. Donc oui, le bien commun est intégré dans le développement, mais la finalité, la rationalité première de ces outils-là, c'est une rationalité économique. Et donc, ce que ça a comme effet aussi, c'est que ça invisibilise complètement les enjeux qui sont liés à la discrimination des données, parce qu'on va dire « Oh, mais vous allez voir, ça va bien fonctionner, ça va régler les choses ». Et quand on parle de ça, on ne parle pas des enjeux structurels, des rapports de pouvoir qui sont en arrière. Et je fais un rapport, je lisais des articles assez intéressants sur tout ce qui est le phénomène d'open source. Et il y a un chercheur qui a dit « L'open source, c'est sûrement très bien, mais le problème, c'est quand on parle d'open source, on ne parle pas du problème qu'il y a en arrière dans les données. C'est-à-dire que le discours est focalisé sur le fait que c'est open source transparent, mais il y a un enjeu structurel beaucoup plus important en arrière, et ça, il faut en parler. Donc, c'est comme si, excusez-moi le mot un peu bizarre, mais ça défocus sur un problème qui est beaucoup plus structurel et qui est un problème de représentation et de rapport de pouvoir au sein d'une société. Un autre élément qui, moi, me pose problème un petit peu dans ces réponses technologiques-là, c'est que il y a donc l'innovation et donc il y a une expérimentation. Il y a un caractère expérimental et or, on est en période de crise et virtuellement, on essaye de régler quelque chose qui a une incidence accrue sur des groupes qui sont à risque. Donc, le caractère expérimental
me semble vraiment problématique. On peut peut-être expérimenter, mais c'est peut-être pas le temps d'expérimenter quand on est en temps de crise. J'entends que les opportunités sont là, mais ça pose un problème, je trouve, sachant aussi que les premiers qui vont être impactés par ces expérimentations-là, ce sont les personnes qui sont les plus à risque et qui manquent de moyens, qui ont des ressources limitées, qui ont des structures qui sont défaillantes, parce qu'encore là, je l'ai dit plus tôt, mais la pandémie a impacté aussi les organisations qui venaient en soutien à ces personnes-là, en termes financiers, en termes d'apports bénévoles, en termes de possibilités de regroupement. Donc, c'est un enjeu assez sérieux. Alors, dans le rapport, nous avons émis des recommandations. J'en ai repris quelques-unes parce que le rapport, j'ai oublié d'en parler, mais le rapport est en ligne sur le site de l'Obvia. On l'a mis à la disposition de tout le monde. Il fait 80 pages, je crois, ou 40, je ne me rappelle plus, excusez-moi, c'est entre 40 et 80, il y a une grande marge, mais il est assez complet, beaucoup plus que ce que j'ai présenté là. En fait, j'ai fait trois types de recommandations qui s'adressent à 3 types de populations. Nos recommandations sont beaucoup plus étayées que ça, mais j'ai repris celles qui me semblaient assez importantes. Puis j'ai fait un choix par rapport à ce qu'Alexandra et moi avions développé, mais pour les chercheurs, je vous dirais que puis j'insiste à chaque fois que je prends la parole sur ces enjeux-là, mais que les enjeux de technologie, d'impact sociétaux sont avant tout des enjeux sociétaux. Et je m'adresse particulièrement à mes collègues des sciences sociales de ne pas se laisser intimider par le caractère technologique parce que à la base, ce sont des problèmes sociétaux et quand on déploie des technologies, ça va avoir des impacts sociétaux. Donc, il est important non pas de regarder la technologie, mais de regarder l'impact de ces technologies-là. C'est un peu le parallèle que je fais souvent, c'est avec l'imprimerie. L'imprimerie a révolutionné beaucoup de choses, beaucoup de rapports sociaux, de rapports politiques, la circulation des idées, etc. On regarde pas l'imprimante, on regarde les impacts de l'imprimerie. Donc, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose et souvent, mes collègues en sciences sociales sont très intimidés quand on parle d'intelligence artificielle et ils ne devraient pas. Donc, aussi, ce qui serait important de faire, je pense, c'est de faire le lien entre les différentes inégalités et de voir un peu quelles sont, de rendre, je dirais, de rendre visible cette texture sociétale qui souvent est présentée en silo ou comme des couches qui ne se touchent pas ou qui n'interviennent pas, alors qu'en fait, elles ont une incidence et c'est vraiment, beaucoup d'inégalités sont consubstantielles et ça, c'est important de le rendre visible. Et donc aussi mon autre recommandation, ce serait de documenter ces impacts sociétaux. On commence un peu à le comprendre, mais je pense qu'il va y avoir besoin, puis l'intelligence artificielle, particulièrement la technologie numérique aussi, les usages sont de plus en plus importants, donc on va en avoir de plus en plus besoin. Aussi d'avoir une analyse intersectionnelle définitivement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre, je pense, cette texture sociétale et la complexité, le fait social, les gens en sciences sociales le savent, le fait social est complexe. Ce qui veut dire que les usages de la technologie vont être complexes et donc répondre à différentes facettes de nos identités. Et en fait aussi, je pense que c'est ce qui manque aussi beaucoup, on le voit de plus en plus, c'est d'avoir une perspective critique par rapport aux analyses de ces usages de technologie. Il y a encore beaucoup, je crois savoir d'où ça vient, mais il y a encore beaucoup un consensus ou un frein à développer une perspective critique. Sur les développeurs, je pense que, là j'ai mis éducation, mais c'est un anglicisme, mais c'est de la formation sur les impacts sociétaux du numérique. Des développeurs sont très bons en ingénierie, certainement, en informatique, en mathématiques, mais ce ne sont pas des spécialistes des sciences sociales. Et je pense qu'il faudra sensibiliser à ça. Sur l'éthique, certainement, mais ce n'est pas juste l'éthique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des bases de données qui ont été développées sur les dépenses en santé, et donc il y a des croisements qui ont été faits. Alors, dans cette base de données-là, le lien qui était fait, c'était plus on dépense en santé, et en meilleure santé on est. Donc, les gens qui ne dépensent pas ne sont pas en bonne santé. Donc, quand on arrivait à l'hôpital et qu'on voit que sur le logiciel, on voit combien il a dépensé, ça nous dit qu'elle a peu dépensé. Donc, c'est une personne qui est en bonne santé parce qu'elle a peu dépensé. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, la raison pour laquelle on dépense peu en santé, c'est aussi parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc, les gens qui dépensent plus seront généralement en meilleure santé et non pas en moins bonne santé. Donc, si vous voulez, c'est là quand je disais que
les personnes qui sont à risque tombent dans les angles morts, ben, ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements de design participatif qui se mettent en place. Ça, c'est quelque chose qui serait très certainement à parler. On parle aussi de design justice pour justement rendre justice à ces personnes-là et à leur savoir et à leur expertise. Et ça rejoint ce que je disais en début où je ne parle pas de populations vulnérables, je regarde le temps, mais je parle, si vous voulez, de personnes qui ont une expertise, qui ont un savoir sur eux et donc de leur redonner cette agentivité. Bon, sur les conflits d'intérêts, je pense que c'est quelque chose qui doit être absolument développé. Et aux décideurs publics de mettre en place des processus de consultation et de consentement, notamment des personnes concernées parce qu'elles ne sont absolument pas consultées. Souvent, la décision se prend à un niveau macro et on descend, on met en place sans les consulter, voir à l'applicabilité sociale des outils, à la conformité de ces outils-là en principe de droits humains. On a au Canada, par exemple, un cadre, mais qui est juste consultatif, savoir si on coche des cases et si on a coché toutes les cases, on est capable. Et je pense qu'il faut développer des outils de reddition de comptes et de transparence et surtout de régulation de ces réponses technologiques-là. Je termine avec une citation de Privacy International qui commence à réfléchir, ça fait un moment qu'ils réfléchissent sur les passeports immunitaires numériques. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les passeports immunitaires, bon, c'est relativement nouveau, mais en arrière de ça, c'est encore là l'identité numérique qui est en fil rouge, si vous voulez, et les enjeux, non seulement ce que la citation dit, c'est que non seulement ça ne va pas réduire les harms, ça ne va pas réduire les atteintes aux droits humains, mais qu'en plus, non seulement ça les crée et ça les amplifie. Donc, c'est loin d'être la solution. Et donc, il y a encore besoin de réfléchir, malgré tout ce qu'on a vu dans la pandémie, de ces réponses-là qui ne répondaient pas aux inégalités. Le passeport numérique qui est en train d'émerger, c'est quelque chose qui est hautement problématique, encore une fois. Donc, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. And if there is, some people who need to ask that question in English, I'm very open to that. So feel free to ask. Merci Karine pour ta présentation. Alors avant d'ouvrir la parole au public, on va demander à Frédéric Worm, donc qui va prendre la parole pour discuter un petit peu avec toi et également prendre l'avis du public. Donc Frédéric Worm qui est directeur adjoint de l'École normale supérieure. Il est également membre du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, et je mentionne aussi du coup qu'il est rapporteur d'un avis à venir sur l'éthique et la santé publique. Donc voilà, il va du coup. Et j'essaye d'enlever mon partage d'écran, puis je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on fait. Alors oui, un bout que tu vas voir, peut-être rouge. Est-ce que non, le rouge c'est que je sors de la conférence. Ah oui, non, mince. Bon, je vais finir par trouver, ne vous inquiétez pas. D'accord, peut-être. Ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation que vous m'avez faite de participer à cette discussion autour de la conférence qu'on vient d'entendre de Karine Gentlet. J'en suis très heureux. C'est une conférence qui est évidemment au cœur des enjeux de la chaire à BENA, d'intelligence artificielle et justice ou justice sociale. Au cœur aussi, on vient de le voir, du moment présent, du moment de la crise pandémique et de ses enjeux. Et au cœur aussi d'un certain nombre de projets de l'école normale et de l'université, dont l'école normale est une composante, PSL, sur les rapports entre la santé et les humanités, ou la santé et les SHS, et y compris la santé numérique et les sciences sociales, où se développe un très gros projet autour du futur campus numérique de santé du Val-de-Grâce. Et je pense que je serais très heureux de continuer à travailler au-delà de la discussion d'aujourd'hui avec Karine et tous les partenaires à la construction de ces objets qu'on est en train de faire dans ce cadre de PSL et aussi à l'école normale avec un certain nombre de projets. Ces projets sont portés par de nombreux chercheurs de l'école, en particulier en sciences sociales, Emmanuel Didier, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, et beaucoup de chercheurs aussi au département d'économie, et on construira la collaboration au-delà de cette conférence évidemment de façon très forte, avec aussi évidemment l'Observatoire des humanités numériques que dirige Léa et Gabriel Perret, qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps côté sciences, puisqu'on a besoin de toutes les disciplines.
Je suis très heureux de pouvoir vous proposer très vite, hein, parce que je pense qu'il faut laisser du temps pour les questions. Je voudrais juste faire 2 remarques et poser 2 questions. En fait, 2 questions surtout sur les solutions, sur les réponses finalement. Ma première remarque, elle partirait vraiment de ce que vous avez dit au début et que vous avez redit à la fin, Karine, et qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire de parler en termes de risque finalement, en termes de personnes à risque, mais ça nous conduit vers la perception, la question du risque peut-être d'une manière plus générale. Vous avez très très bien montré comment il fallait parler de personnes à risque et non pas de personnes vulnérables, parce que finalement la vulnérabilité c'est un concept abstrait qui conduit très vite vers des propositions très logiques. Socrate est un homme, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel, donc évidemment tous les hommes sont mortels, mais il y a des hommes plus mortels que d'autres, d'êtres humains plus mortels que d'autres, et parler des risques, c'est déjà construire des différences, c'est construire des spécificités. Et il y a un autre concept auquel s'oppose la notion de risque, et qui est extrêmement, et qui rend la notion de risque très importante pour comprendre ce qu'on vit en ce moment, c'est la notion de catastrophe. Il me semble en effet que la distinction entre la catastrophe et le risque est très importante, et aujourd'hui on a beaucoup tendance à parler de vulnérabilité et de catastrophe, alors qu'en fait il faut parler de risque. La différence c'est évidemment que le risque est quelque chose de compensable, alors que la catastrophe n'est pas un plus grand risque, mais quelque chose qu'on, par principe, on considère comme incommensurable. Et on sait très bien, depuis le travail notamment de François Ewald sur l'État-providence, que la question des risques et de leur compensation sociale en termes de justice est au cœur de l'État-providence, justement, de la sécurité sociale. Et que construire des risques spécifiques et ne pas raisonner en termes généraux de vulnérabilité ou de catastrophe est au cœur du propos. Et donc, analyser en termes de personnes à risque, notion très intéressante d'ailleurs, hein, des risques qui tiennent à des dimensions sociales de la personne, évidemment, pas à des identités, mais à des dimensions sociales, c'est entrer dans une analytique de ce qu'on nous présente très souvent comme une catastrophe globale, compacte, et une analytique des risques. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et j'y reviendrai dans un instant, c'est des risques qui, pour certains, sont tout à fait attendus, pour d'autres sont inattendus, et surtout avec cette question de l'intersection, question qui en France est très idéologique, devenue très idéologisée, c'est-à-dire il y a une sorte de questions militantes, alors qu'en fait, on voit à travers l'analytique des risques, c'est une analytique justement qui construit la notion d'intersection entre des facteurs de risque bien précis. Moi, j'ai un exemple de risque, disons qu'on a tendance à disjoindre du risque sanitaire, même de certaines inégalités, disons, un peu évidentes. C'est ce que vous avez dit, par exemple, sur le risque d'exposition accrue en fonction du revenu ou des moyens numériques aux fake news. Je pense que l'exposition accrue aux fake news, qui se combine avec d'autres risques, c'est un exemple d'intersection inattendue et pour lesquelles il faut une analytique très précise. Et il faut une analytique des risques qui a un enjeu éthique très fort. Et c'est l'enjeu de votre enquête et je trouve que c'est absolument fondamental. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans l'idée de développer une enquête systématique des risques qui désidéologise aussi la notion d'intersection, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais en France, il vous suffira de... Malheureusement, vous n'êtes pas présente physiquement en France, mais je pense que vous avez accès au débat. Je ne sais pas si c'est la même chose au Québec ou au Canada, mais en tout cas en France, il y a un débat, je trouve, malheureusement idéologique sur cette notion d'intersection qui est prise comme un outil militant. Je sais qu'aux États-Unis, c'est le cas aussi, alors qu'en fait, on voit bien que c'est une construction scientifique. En tout cas, ça doit l'être. Ça, c'est le premier point très, très important à mon avis et qui ouvre un programme de travail très précis de faire cette analytique des risques. Le deuxième point, évidemment, très central qui m'a frappé dans votre exposé, c'est que le numérique, finalement, est un risque. Et même pas un risque massif, mais peut aggraver les risques, devient un facteur de risque, et là aussi peut devenir un facteur accru de risque, et là aussi de plusieurs façons, et je pense que c'est extrêmement important de distinguer les façons, et dans le rapport que j'ai été lire un petit peu et que vous avez synthétisé, il y a des tableaux très précis qui analysent des risques sociaux, sanitaires, disons, extra-numériques, et puis les risques du numérique. Alors, et cette analytique est aussi très précise. Comme je veux être très rapide, et que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, hein, Emmanuel Didier, Florence Juzo, s'ils étaient là, auraient des questions bien plus précises que moi, ou Daniel Cohen et les économistes de l'école. Moi, je vais poser des questions très générales pour ouvrir la discussion. C'est un peu ce qui m'a été demandé, et j'en suis très, très content. Et je voudrais vous poser 2 questions finalement. Parce que voilà, j'ai juste fait ces 2 remarques sur la notion de risque et sur le rôle
potentiellement aggravant du numérique, hein, qui certes était déjà présent avant la pandémie, mais que la pandémie accroît justement. Mes deux questions, au fond, elles sont simples. D'abord, c'est la première question, c'est comment est-ce que le numérique peut être aussi un facteur de réponse au risque? Pas seulement, je dirais, un facteur parmi d'autres, mais peut-être un facteur majeur. Et comment est-ce que cette analytique des risques, ce travail des sciences sociales finalement, doit être intégré à la construction même des outils numériques? Vous avez parlé de design participatif, ça me paraît fondamental. Donc comment est-ce que le numérique pourrait participer à cette réponse au risque? La réponse pour moi, enfin, je précise ma question en une phrase, hein, et puis je passerai à la deuxième question très très vite. Il me semble, peut-être que Gabriel pourrait y répondre aussi, et Léa, il me semble qu'il y a forcément un outil du numérique, ne serait-ce que parce que le numérique, justement, est aussi un outil analytique. Et donc, plus on sera précis dans la construction en sciences sociales de l'analytique des risques, plus on pourra aussi l'intégrer dans la construction analytique des données, y compris des données de santé. Et on voit en vous écoutant pourquoi il est essentiel que l'interdisciplinarité soit complète et que l'analytique des sciences sociales rejoigne l'analytique des constructions numériques. Et donc, au fond, moi, je ne vois pas pourquoi le numérique serait forcément, effectivement, un outil d'aggravation des risques, alors qu'il est peut-être aussi un outil d'intégration des différents facteurs de risque qui sont en effet fractaux, hein, qui sont d'une complexité inouïe. Et on le voit bien un peu en médecine, je n'ai pas le temps d'y insister, mais dans l'ambivalence de l'outil numérique, par exemple dans la médecine personnalisée, où effectivement la médecine personnalisée peut être perçue comme un outil de contrôle, où il faut des garanties humaines, etc. Mais où aussi la médecine personnalisée, c'est justement par la capacité de calcul du numérique d'arriver à recouper les facteurs de risque, par exemple, d'un cancer individuel et non pas d'une catégorie générale. Donc l'individualisation par le numérique peut être un outil majeur de santé publique et de justice, y compris, mais à condition finalement d'intégrer les données des sciences sociales. Donc ça, c'est ma première question qui, peut-être dans votre tableau des réponses, moi, je serais pour, disons, un peu de l'extérieur, comme ça, à faire un tableau des réponses plus tranché, c'est-à-dire plus engagé, c'est-à-dire pas mettre toutes les réponses sur le même plan, mais vraiment quelles sont les réponses numériques. Le deuxième point, ma deuxième question, c'est sur la notion de participation. Je pense en effet que la question de la santé publique, la justice en santé publique, c'est pas juste une question de justice distributive, c'est effectivement une question de justice participative, de participation des acteurs, et vous en avez très très bien parlé, y compris à travers le design participatif, c'est-à-dire j'imagine la construction des outils avec les acteurs et leurs risques justement. Je voulais vous demander comment vous voyez cette participation d'un point de vue politique. Et là, vraiment, d'un point de vue politique, là, je serais moins un peu dans le numérique, mais même s'il y a des critères d'éthique du numérique, qui est évidemment des normes, par exemple, dans Tech for Good. Bon, mais je pensais, par exemple, est-ce que pour vous, c'est une question très, très brûlante en France aujourd'hui, est-ce que cette participation, c'est une participation collective, par des groupes, par des associations? Est-ce que c'est de la représentativité dans des panels? En France, on vient de faire une sorte de tirage au sort citoyen pour les vaccins. Il y a aussi des comités citoyens qui sont mis en place. On les construit avec des représentativités de toute l'échelle de la société, toutes les classes sociales, tous les genres, tous les genres, oui, vous voyez ce que je veux dire, le genre, voilà. Comment est-ce que vous le voyez au fond? Est-ce qu'il faut construire des outils, des intermédiaires de poids politique, des associations, y compris sur le numérique, hein, comme il y a des associations de patients numériques. Comment est-ce que vous voyez plutôt activement la construction de la participation démocratique, qui est une donnée de santé publique absolument fondamentale? Et je voudrais conclure par une remarque qui me paraît très, très importante. C'est est-ce que vous ne pensez pas que la pandémie peut être paradoxalement une chance pour la justice sociale? C'est une prise de conscience de dimensions invisibles qui deviennent tragiquement visibles, mais sur le fond d'un enjeu quand même commun. C'est-à-dire, en effet, il ne faut pas parler de catastrophe et de vulnérabilité, mais malgré tout, personne n'est indemne.
Et donc, ça peut construire un sentiment de commun, de solidarité, et beaucoup y pensent. Moi, ma position, c'est que, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui de l'incertitude, y compris à l'école normale. On avait un projet de nuit de l'incertitude. C'est très, comme vous l'avez dit aussi, c'est une épreuve durable. Ça a été dit aussi. Bon, voilà. Quelle est la seule réponse, finalement, citoyenne et même, je dirais, la seule réponse au doute politique aujourd'hui, et même morale, hein, la seule réponse par laquelle nous pouvons résister à cette épreuve? Il me semble, moi, que c'est le sentiment de justice. Le sentiment que les mesures sont justes, c'est la seule façon de les accepter, même quand elles sont imparfaites, même quand elles changent, etc. Et d'une certaine façon, c'est pour ça que je voudrais conclure là-dessus, il me semble que la pandémie peut être une chance dans la mesure où on voit bien que pour y répondre, la médecine ne suffit pas, il faut de toute évidence que les citoyens aient le sentiment que la réponse sociale est juste. Et de ce point de vue-là, ça ne peut pas être juste seulement pour moi, contre les autres, c'est forcément aussi ces dimensions de justice que vous avez évoquées. Donc moi, je suis convaincu que de l'importance du travail que vous avez résumé et porté et de la discussion qu'il faut qu'on ait, parce que la justice, c'est pas juste un sentiment un peu vague, elle doit se documenter par des sciences sociales, en effet, et par leur mise en œuvre politique avec le numérique, qui n'est pas seulement un outil, hein, ou qui, comme tous les outils, disons, est à double tranchant moralement et politiquement, c'est-à-dire pour le pire, et peut-être pas seulement pour le pire, loin de là, mais à condition d'intégrer tout ce que vous avez dit. Donc voilà, c'est des questions un peu générales de non-spécialistes, mais de non-spécialistes concernés. Merci, très intéressante question. Elles sont générales, mais je pense que la réponse est générale et sur est-ce que la pandémie est une occasion pour reparler de justice sociale? Je pense définitivement. De toute façon, d'un point de vue de sociologue, je ne pense pas qu'on puisse sortir indemne de ce dont on est en train de vivre, même si ça avait duré 2 mois. On n'en serait pas sorti indemne, mais là, vu tout ce que ça va changer en termes d'interaction sociale, politique, encore là, de rapport de pouvoir, je ne pense pas qu'on va s'en sortir indemne. Et je trouve que justement, c'est fantastique et je me sens des fois embêtée de trouver ça fantastique, mais ce que ça amène comme brassage d'idées est assez intéressant, notamment sur l'importance du numérique et de l'IA dans nos vies, mais particulièrement du numérique. Je pense que la pandémie joue beaucoup. Et là, que la réponse soit la justice sociale, définitivement. Et encore là, quand on va sortir de cette crise-là, quand on va avoir vu ce que ça a amené, parce que je pense qu'il y a les conséquences à court terme et il va y avoir des conséquences à long terme au niveau de la perte d'emploi, au niveau de l'appauvrissement. Oxfam l'a dit, c'est mondial, donc il va y avoir un rebrassage des cartes très fort. Et je pense que oui, ça va sortir. Déjà, on le voit parler de plus en plus de justice. Donc oui, définitivement, c'est une bonne opportunité et je pense que ça va transformer la société, les sociétés profondément. Et d'autant plus qu'on est on est dans une époque où, par la montée de l'identité, de la spécificité, la spécificité d'identité individuelle et collective, ça prend une place. Donc, la renégociation du pacte social va être fortement impactée. Sur tout ce qui est la participation au niveau politique, je vais remonter à rebours sur vos questions, parce qu'elles sont quand même liées. J'ai l'impression que, en fait, c'est un des projets sur lesquels on travaille dans la chaire. Comment est-ce qu'on accroît la participation? Ce que j'ai l'impression, c'est que il va y avoir plusieurs formes de participation, dépendamment du type d'usage, dépendamment du déploiement et des impacts des différents systèmes sur soit les individus qui ne peuvent pas être représentés. Et donc, de ce que je pense, puis c'est une réponse sans être une réponse, mais que les processus de participation vont être évolutifs, certainement très flexibles, et peut-être que dans 10 ans, on n'aura pas les mêmes processus de participation qu'on aura au début. Quand on aura mis des processus en marche. Parce qu'il faut quand même voir qu'il y a des questions techniques qui, c'est sûr que j'en faisais appel à mes collègues des sciences sociales en disant ne vous arrêtez pas au mot intelligence artificielle, mais il y a quand même un certain nombre de composantes techniques, notamment sur tout ce qui est comment est-ce qu'on intègre le biais dans le montage de données, etc.
ça ne peut pas être tout le monde qui siège et qui participe à ça. Donc, certainement qu'il va falloir, je pense que comme société, ce qui est important de voir, c'est de faire la distinction, parce que pour moi, elle n'est pas claire, cette distinction-là, dans les discours, entre la technologie, qui est l'intelligence artificielle, et les usages de la technologie et les impacts de la technologie. Donc déjà, je pense qu'il va falloir un peu arriver à complexifier un peu, à détacher. Parce que là, on parle d'IA, mais on ne dit pas, comme on parle de fracture numérique, c'est comme s'il y avait une seule IA. Il y a plusieurs IA, il y a plusieurs numériques, il y a plusieurs impacts, donc il y aura plusieurs participations. Donc, je pense que cette participation-là, politique et sociétale et citoyenne, va dépendre de ça. Donc, je ne sais pas quelle forme elle aura encore à ce niveau-là du projet. Par contre, je pense deux choses. C'est que les gouvernements n'auront pas le choix que de mettre en place ça, parce qu'il y a de la législation qui s'en vient, notamment le Conseil de l'Europe travaille fortement à essayer de trouver des modes régulatoires de l'IA, mais il y a aussi des initiatives qui sont on the side, excusez-moi l'anglicisme, sur tout ce qui est régulation, participation. Donc, il va y avoir à un moment donné, je pense, à la croisée des chemins, une décision à prendre sur la participation et certainement qu'il va falloir que tout ce qui est décideurs publics et gouvernements prennent position et mettent en place des cadres de participation parce qu'il risque aussi d'y avoir énormément de revendications de la part d'organisations de la société civile en disant vous ne pouvez pas mettre en place des outils qui vont avoir une incidence directe sur nous, nous impacter sans nous consulter. C'est pas possible. C'est plus possible en 2020, en 2021. Ce n'est plus possible dans le contrat social et le paradigme dans lequel nous sommes. Donc, il y aura des pressions. Et par exemple, on le voit, on parle beaucoup de Black Lives Matter, mais c'est exactement ça, de dire non, ce n'est pas possible. On peut pas utiliser des technologies de reconnaissance faciale, nous discriminer encore plus, nous cibler encore plus, nous judiciariser encore plus, sans qu'on ait notre mot à dire. Non, non, ça passera plus. Et donc, je pense qu'on va se trouver face à ça. Comme ce sont des phénomènes qui sont transnationaux et qui ne sont pas, si vous voulez, territoriaux, il va y avoir certainement des enjeux. En Amérique du Nord, en tout cas au Québec, on parle pas mal d'intersectionnalité. On parle aussi de décolonisation parce qu'on voit des processus de recolonisation par le numérique. Donc, comment est-ce qu'on peut contrer cette recolonisation par le numérique, recolonisation d'États par des États, mais aussi d'idées par d'autres idées. Donc, et donc, quand on parle de décolonisation, on va parler aussi de souveraineté numérique. Donc, tous ces éléments-là font que les gens, si vous voulez, je dis les gens, c'est très vague, mais certains groupes qui défendent des intérêts notamment sont très sensibilisés. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix de développer des outils de participation qui devront, je pense, être nombreux et flexibles et qui auront peut-être, pas tant la participation pour la participation, mais le processus de reddition de comptes et de gouvernance. Autrement dit, c'est bien beau d'utiliser des choses, mais on veut savoir qu'est-ce qui est utilisé, comment c'est utilisé et comment est-ce qu'on doit on peut faire changer les choses. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de moyen de faire changer les choses, à part dénoncer, à part qu'il y ait des enquêtes journalistiques, à part qu'il y ait des groupes de pression, mais il n'y a pas de processus sociétaux pour contester l'usage des algorithmes, mais quand on sait quels algorithmes sont utilisés notamment. Et par exemple, les usages des algorithmes de reconnaissance faciale par les forces policières sont un exemple. On ne sait pas qui utilise quoi, quand, comment. Donc ça voilà. Ce serait pour votre question. Ensuite, sur le rôle potentiel du numérique, je dirais un rôle qui est plus positif. Je pense que oui, définitivement, et c'est vers ça qu'on s'en va. Et ça m'amène à un des éléments avec lesquels je travaille dans le cadre de la chaire, c'est d'essayer de voir comment des groupes marginalisés utilisent la technologie et essayent de développer des modes de gouvernance, des modes d'action qui ont un usage positif sur la technologie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et d'en faire quelque chose qui est positif, oui, et je pense que c'est corollaire avec la participation et avec l'intégration. Et notamment quand on le voit dans le service public, d'intégrer, parce que par exemple quand on prend la santé et tout ce qui est la santé publique, il y a un réseau déjà dans la santé publique. La santé publique consulte des organisations, ont des contacts avec des organisations de la société civile, donc il y a quand même... elle ne fonctionne pas en silo. Mais quand on applique la technologie, quand c'est une solution technologique, c'est comme si toutes ces barrières-là tombaient. Et je pense qu'il faut réintégrer la technologie dans le social et justement de mettre en place des outils, de réutiliser les réseaux.
Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une technologie qui soit représentative, qui soit positive et qui agisse pour le bien commun. Actuellement, la rationalité qu'il y a en arrière, c'est du développement économique. Et par exemple, on voit au Québec, là, pour la crise, alors pour les applications de traçage, la dernière en date qui m'avait fait un petit peu sursauter, c'est quelqu'un qui s'est levé, qui a dit « Oh, mais je vais développer quelque chose, j'ai obtenu des fonds, puis après ça, on va le mettre en place. » Mais pourquoi est-ce qu'un entrepreneur privé saurait mieux que la santé publique ce qui est nécessaire pour régler la crise qu'on vit actuelle? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur privé saurait mieux que quelqu'un qui est spécialiste en santé publique ou quelqu'un qui est spécialiste des inégalités sociales de santé? Pourquoi? Non, je ne crois pas. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut renverser et encore là, dissocier le fait que c'est une technologie, mais que les usages, la manière dont on la déploie sont en lien avec un contexte sociétal. Et donc, ce n'est pas l'innovation à tout prix et c'est une innovation qui doit être mise je dirais, au profit du bien commun. Et donc qui doit être certainement encadré par les décideurs publics et donc sur appel. Un autre exemple, je vais absolument le mentionner celui-là parce que je reviens encore pas, mais sur les applications de traçage, on a eu au Québec une commission parlementaire et donc été invité en commission parlementaire sur comment, sur développer ou pas une application de traçage, de notification de contact, pardon, c'est pas de traçage, de notification de contact sur l'exposition à la Covid. Étaient invités des gens en techno, des gens en droit, étaient invités des gens en éthique, la santé publique n'était pas là. Pourquoi la santé publique, alors que c'est un outil qui doit la servir, n'était pas là? Ça c'est un problème. Et je pense que cet exemple-là, qui est typiquement québécois, pourrait définitivement se déployer ailleurs. Donc, ouais, en gros, ce serait ça pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je crois que c'est Gabriel qui anime la discussion. Alors, on a déjà une question de Christophe Abrassard. Enfin, il y a au moins 2 questions, mais est-ce que Christophe Abrassard veut prendre la parole pour la poser? Sinon, je peux la poser. Mais... Donc, il demande. Micro, écran. Oui, alors oui. Allô, moi, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors voici ma question. Et je crois que si on monte le chat, il y avait également peut-être Lise qui avait une question avant. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Karine pour cette conférence. Je vais lire la question que j'ai rédigée. Je trouve qu'elle souligne très très bien les enjeux de l'invisibilisation des dimensions sociales dans la manière de penser, de développer des technologies. Et on retrouve très fortement aussi ce biais de représentation, idéaliser les usagers dans les discours sur la ville intelligente qui sont très prégnants aujourd'hui avec des usagers de classe moyenne connectés, avides d'apprentissage, d'encapacitation, etc. Et discours qui servent de rationalité, de justification pour beaucoup de projets de développement de technologie qui sont pensés par des informaticiens. Donc, je suis tout à fait d'accord et je suis très heureux d'entendre aussi, Karine, que tu insistes sur tu fais une sorte d'appel à l'interdisciplinarité renforcée et à la présence des sciences sociales sur ces débats autour de l'IA. Ma question, c'est en permettant des prédictions de santé de plus en plus personnalisées, les applications utilisant l'intelligence artificielle n'ont-elles pas aussi pour effet de conduire à une démutualisation face au risque et à une société qui pourrait être du chacun pour soi, qui questionne notre conception de la justice sociale, hein. Tous ces capteurs, par exemple, ces montres intelligentes que des assureurs demandent aux assurés de porter, etc., etc. Donc, est-ce que cet enjeu de la démutualisation face au risque, on a des institutions sociales héritées de l'après-guerre qui ont construit nos solidarités sur une mutualisation face au risque, est-ce que là, on ne va pas avoir un détricotage de tout ça? Merci. Merci beaucoup Christophe. Mais effectivement, très intéressante question. Je pense que c'est quand je parlais justement de l'importance et d'interpeller les décideurs publics sur ça et sur ce que
sur ce que ça doit faire. Et en même temps, ça rejoint l'appel, puis je sais que tu le partages aussi, Christophe, aux collègues des sciences sociales de travailler sur les impacts sociétaux et ce que ça peut avoir, parce que je pense qu'il y a une telle reconfiguration d'un tas de rapports, les rapports sociaux, les rapports au temps, les rapports à l'espace qui interviennent suite à ces usages technologiques-là, que ça devient extrêmement important de repenser le contrat social et de repenser qu'est-ce qu'est le bien commun et comment est-ce qu'on doit revoir. Et ça, la manière de le repenser, je crois, c'est d'en parler, de rendre ça visible, de documenter et d'informer les gens. Parce que notamment avec les montres, c'est les pressions c'est ça, les assureurs aussi font ça pour la voiture. Tu mets un logiciel sur ta voiture qui dit quand est-ce que tu accélères, quand est-ce que tu conduis, puis en même temps, ça regarde où est-ce que tu vas, si c'est des zones à risque, etc. Donc, il y a un besoin fondamental, je pense. Et quand je disais, par exemple, l'innovation à tout prix, je suis contre l'innovation à tout prix parce que, justement, il y a besoin de penser le bien commun et les notions de santé. Je veux dire, les données en santé sont encore plus sensibles parce que ça impacte, on va dire, l'intimité corporelle des gens et comment est-ce que les gens pourraient après être discriminés. Donc, je veux dire, on peut changer le circuit pour lequel on va au travail, mais quand on est malade, on peut pas, on n'a aucun moyen de changement. Donc, oui, je pense que c'est une nécessité et ça renforce encore plus le besoin de travailler, de documenter ces enjeux-là et d'avoir des analyses. Puis justement, pour reprendre ce que disait Frédéric, c'est que la pandémie doit être cette occasion de repenser ça parce que il y a des enjeux en termes de vie privée, notamment le passeport immunitaire. C'est-à-dire que on voit des enjeux qui apparaissent on parlait d'identité numérique, il y a des pays qui ont mis en place des systèmes d'identité numérique, mais là, tout d'un coup, comme ça s'applique aux enjeux de santé, comme ça ramène une couche supplémentaire en termes de risque et de population à risque, et encore là, la santé, on ne peut rien changer. Quand on est malade, on fait ce qu'on a. Je pense que c'est une occasion supplémentaire pour penser ça et pour réfléchir, mais que l'urgence est là, définitivement qu'elle est là. Et en faisant la recherche, on a vu les chercheurs ont été extrêmement mobilisés durant la pandémie. Et j'étais très contente de voir ça parce que maintenant, ça commence à sortir, plein d'articles qui sortent et on apprend énormément sur cette pandémie-là et je pense qu'on va en apprendre encore pour les prochaines années. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, merci. Merci Karine pour cette réponse. Je peux glisser un mot, pardon, sur le lien entre nos deux questions. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Ça vous gêne si je dis un tout petit mot, Gabriel et Karine? Non, bien sûr, tu as la parole. J'ai été frappé dans votre question parce que, en fait, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une réponse en plus de ce qu'a dit Karine qui est très important, mais par l'idée que il y a finalement une bonne et une mauvaise individualisation. Il y a une individualisation qui clôt dans le privé, qui oppose aussi, voilà. Et il y a plein de façons de la décliner. Et puis il y a cette individualisation par les risques sociaux, en fait. Par le recoupement des risques collectifs et même des précarités spécifiques, des risques. Et là, c'est quand même assez différent. Si en effet la médecine se personnalise en prenant en compte les risques sociaux, les facteurs sociaux, et pas seulement une sorte je dirais, de carnet de santé numérique à usage privé et individuel, c'est très très différent. Voilà, donc il me semble qu'il y a effectivement, c'était très intéressant d'aller sur la médecine personnalisée parce qu'il y a deux façons de la penser quand même. Merci Frédéric. Est-ce que Karine, tu veux reprendre la parole? Sinon, il y avait aussi Lise qui voulait intervenir. Est-ce que Lise Langlois Oui, je suis là, je vais juste retrouver ma question. C'est sur la technologie. Oui, c'est ça. OK, donc je pensais quand tu parlais, Karine, à certains écrits de Paul Ricoeur quand il aborde le concept de reconnaissance mutuelle. Puis dans sa proposition, il parle que pour reconnaître l'autre, ça prend une relation intersubjective, donc la réciprocité. Alors, un acteur qui est considéré comme invisible
bien, il est exclu de ce type de relation parce qu'il n'est pas considéré comme un participant au sens comme on l'entend là ici. Toutefois, on ne peut pas dire qu'ils sont véritablement invisibles parce qu'on les voit dans l'espace public. Hein? Alors, ils sont là. Mais ils sont surtout invisibles, comme tu l'as fait remarquer, au sens social. Donc, penses-tu que la technologie pourrait contribuer positivement à redonner un espace social et à rendre visible cette population marginalisée? Puis, quelles seraient, d'après toi, les exigences de cette visibilité technologique pour les populations marginalisées? Ça rejoint un peu les questions que Frédéric avait posées au début. Je voulais vraiment mettre l'accent sur est-ce que la technologie pourrait apporter une réponse positive à ça? Parce qu'on met plus l'accent sur la fracture numérique. Mais après ta réflexion, tu as creusé le rapport, on a débattu de tout ça. Maintenant, tu en es où sur le plan de l'apport potentiellement positif de la technologie? Ok, en fait, le rapport effectivement était assez négatif par rapport à la technologie, mais en fait, c'est pas qu'il est, il est négatif par rapport à la technologie, c'est qu'il est négatif par rapport à une façon de faire ou de proposer des réponses à la technologie. Et en fait, on le voit dans le monde, il y a plein d'exemples, puis c'est ce qu'on est en train de faire à la chaire, qui documente comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif et utiliser la technologie de manière positive. Puis c'est une technologie, donc il y a à la fois des côtés négatifs, puis il y a à la fois des côtés positifs. Donc ça peut pas être tout. Là, le rapport est assez à charge là-dessus, mais il y a d'autres choses positives qui se font bien. Et le problème, c'est encore là. La perspective de développer des outils sans consulter et sans tenir compte de ce que les gens veulent être représentés dans ces outils-là. Et c'est pour ça que je parlais d'intersectionnalité et de participation. Ça rejoint la question de Frédéric sur la participation. Je pense qu'on en est, comme société humaine, à avoir besoin de consulter et il y a des groupes, par exemple, qui refusent d'être définis de manière externe. Ils veulent s'auto-définir. Donc, c'est à la fois un problème d'identité individuelle, mais c'est globalement collectif. C'est-à-dire que la manière dont ils ont été déterminés et dont on les traite, ils jugent discriminatoires. Donc, il faut changer ça. Donc, je pense que oui, ça peut être positif, mais ça doit se faire à certaines conditions, qui est, premièrement, de réguler, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, déjà, réguler un peu l'usage de cette technologie-là, c'est la première des choses. De mettre, sur la question d'éthique, je suis un peu plus mitigée. Je pense qu'il y a besoin d'éthique, ça c'est sûr, mais ceux qui développent les robots tueurs ont eu une éthique de développer des robots tueurs, donc ça ne règle pas le problème. C'est pas ça, c'est la destination. Et c'est donc prendre en compte les personnes, c'est-à-dire qu'il y a un consentement implicite qui est pris, comme quoi les personnes vont adhérer et elles consentent. Et on s'aperçoit que dans le développement des outils, les personnes, des fois, ne peuvent ne pas consentir, mais elles n'ont pas la possibilité de le faire. Donc déjà, leur donner ça, donc que les gouvernements soient conscients de ça. L'autre élément, c'est que c'est un outil, c'est-à-dire que on le voit par exemple avec la distanciation sociale, et ça a amené ça de le voir, c'est que le numérique, c'est une des formes de présence maintenant. Et c'est une des formes de participation. Autrement dit, si on n'a pas accès au numérique, on ne peut pas participer. Donc, il faut que les décideurs publics, les gouvernements, les personnes qui sont en charge s'assurent que cette technologie-là soit accessible. Et après ça, de mettre en place des forums pour participer. Puis je pense que les gens embarqueront quand ils comprendront exactement quels sont les enjeux, quels sont les droits qui sont impactés, par exemple, donc faire de l'éducation aux droits. Donc il y a un certain nombre de conditions à mettre en place qui font que ça peut devenir positif. Et ça doit devenir positif. C'est une technologie qui est fantastique, qui amène des possibilités, qui amène des rapprochements. Je veux dire, par exemple, à ma très petite échelle de prof, mais j'ai pu assister à des conférences auxquelles j'aurais jamais assisté, à rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer parce qu'il aurait fallu que je me déplace. Donc, il y a et puis c'est à mon niveau de privilégié, mais il y a des choses qui sont possibles grâce à la technologie qui sont fantastiques. Donc, c'est juste que pour l'instant, comme on dit en anglais, mais la conversation, elle est frémée d'une sorte qui ne respecte pas les personnes qui sont impactées. Et je pense que c'est ça, il faut juste renverser
le système de participation et les inclure un peu plus, et donc arrêter d'avoir cette conversation qui soit toujours on décide pour les gens, on sait ce qui est bien pour eux, ils sont vulnérables donc on va les protéger. C'est exactement le même niveau de discours et le même niveau de participation. Donc, et encore là, finalement, c'est pas une participation du fait que c'est la technologie, c'est une participation citoyenne qui se poserait dans n'importe quel autre forum si on enlevait le mot technologie. Comment est-ce qu'on intègre les gens qui sont pas visibles, tout comme par exemple comment est-ce qu'on règle les questions d'itinérance. Si on oublie complètement les enjeux technologiques, comment est-ce qu'on intègre les personnes itinérantes dans la société, comment est-ce qu'on intègre les enjeux, les personnes qui sont judiciarisées du fait de profilage racial. C'est des enjeux sociétaux, ce n'est pas des enjeux qui sont propres à la technologie. Donc la participation dans la technologie et donc les usages, le déploiement des outils technologiques doit prendre ces mêmes enjeux de participation-là. Ouais, voilà. Mais Karine, je voulais juste te demander, toutefois cette participation-là demande une certaine capacité. Alors, si je n'ai pas la capacité, par exemple, du langage, de m'exprimer, etc., ça peut être un obstacle si je crée les conditions d'accès. Tu dis langage pour s'exprimer. C'est ça, pour s'exprimer. Sur des choses technologiques? Ben, là, on parlait de la population marginalisée. Ouais. Alors, si on lui donne un accès à cette population-là, parfois, il y a des enjeux de capacité qui peuvent se poser. Puis, je donne l'exemple d'un langage, c'est-à-dire une difficulté à s'exprimer, à comprendre, une littératie qui est pas en place. Alors, il y a quand même des conditions de capacitation. Bien entendu. Bien entendu, et je pense que ça peut être notamment par l'éducation et par de rendre. J'entends un écho. C'est Lise peut-être. Ok. Oui, bon. Oui, ben, il faut effectivement travailler là-dessus. Je pense qu'un des éléments certainement de capacitation, c'est déjà de savoir un peu plus. J'essaie de voir. Parce que les initiatives qu'on voit, par exemple, je ne suis pas sûre qu'on puisse régler aussi des enjeux de discrimination sociétale par la technologie. Peut-être qu'il y a ça. Donc, autrement dit, de descendre de niveau en termes de participation et de ne pas penser qu'on va... Ça ne marche pas. J'essaie de réfléchir, Lise, à ta question. Sachant qu'on est en train de mener la recherche en même temps, mais... justement, la technologie peut aider, par exemple, quand on n'a pas de voix, à trouver. Il y a des plateformes qui permettent de s'exprimer. Il y a des plateformes qui, je ne sais pas, Lise, honnêtement, il faut aussi réfléchir. Je ne veux pas patiner, continuer. La réponse viendra après ta recherche, de toute façon. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il faut laisser aussi dans la recherche. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il est déjà assez tard. Peut-être juste mentionner que le rapport en question, il est disponible donc sur le site de l'OVIA. On va faire une page web pour la chaire et on mettra ces documents. Je ne sais pas si Karine, tu veux dire quelques mots pour clore un peu ce séminaire sur ce que tu veux faire dans un futur proche ou lointain. Est-ce qu'il y a aussi des choses en dehors de la recherche, des recommandations que tu veux faire soit en France, au Canada ou au niveau de l'Europe? Un petit mot de conclusion peut-être serait bienvenu et je te laisse la parole. D'accord, merci. Déjà, merci d'avoir assisté à cette conférence, c'était très apprécié. Sur ce que, en fait, les travaux de la chaire sont bien partis maintenant. On entame, je dirais, une deuxième phase et on va essayer justement de faire un peu plus, quand je parlais de sensibilisation et d'éducation, on va essayer d'avoir des séminaires interdisciplinaires avec les étudiants gradués pour justement parler de ça. D'engager la conversation entre nos différentes institutions. En termes d'annonces aussi, Gabrielle, merci de me rappeler, mais on a un appel, on va sortir un livre sur, là qui n'est pas intelligence artificielle et justice sociale, mais justice sociale et intelligence artificielle, donc on a un peu inversé. On a un appel à texte qui terminera le 8, donc si vous avez des collègues qui pourraient être intéressés, je vous inviterai à aller
à les contacter et s'ils ont des questions, en tout cas à soumettre une proposition. Mais j'aimerais bien que la conversation sur justement les impacts sociétaux continue et qu'on essaye de voir un peu, encore là, je suis toujours stupéfaite de comment certains de mes collègues se disqualifient quand on parle de technologie. Puis je pense que faut pas se laisser impressionné par le fait que c'est de la technologie, de l'intelligence artificielle et que des fois on ne comprend pas comment est-ce qu'on sélectionne les biais ou pas les biais. Et encore là, c'est un problème sociétal à la base. Donc c'est mon mot de conclusion parce que chaque fois que je lis quelque chose, c'est vers ça que je reviens à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est la déformation professionnelle, personnelle, quoi que ce soit, mais c'est quelque chose, je pense, qui est important et qu'on arrête de parler d'éthique et qu'on parle d'impact sociétal. Merci beaucoup, Karine, pour cette conclusion.